Je vous présente Frédéric Clabaud qui va nous accompagner pour cette première demi-heure, chargé de mission projet innovant à Angers Technopole. Alors, il y a un véritable intérêt chez lui pour le tourisme, à plusieurs titres. D'abord parce qu'il y a 7 ans maintenant, vous avez fondé une start-up qui existe toujours. Aussi parce que dans votre vie professionnelle, il y a eu plusieurs virages, et notamment après avoir passé plusieurs années dans un secteur d'activité qui n'a rien à voir avec le tourisme, vous êtes revenu vers l'Estoie pour suivre une formation. Autant dire que le secteur du tourisme, c'est quelque chose que vous connaissez bien et qui vous tient à cœur. On va parler d'innovation avec vous. Peut-être allez-vous nous expliquer d'ailleurs cette petite comparaison entre vous et un célèbre peintre, mais je vous laisse opérer pendant une trentaine de minutes. Alors, je suis un peu le maître du temps, hein, je suis vigilant pour faire en sorte que tout ça tienne dans les créneaux qu'on avait prévus pour cet après-midi. Mais comme ils ont été très ponctuels, on est bien. Je vous laisse opérer. Super, merci. Bonjour, vous m'entendez bien, c'est bon ? Ouais. Alors effectivement, cette comparaison, elle a pour vocation à vous montrer qu'il y a un secteur que dont vous avez entendu parler pas mal ces temps-ci avec ChatGPT, qui est l'intelligence artificielle, qui bouleverse déjà et qui va continuer à bouleverser notamment le tourisme, entre autres. Et ça, c'est une image que j'ai réalisée, qui a été réalisée pour moi par une intelligence artificielle au West Data Festival, peut-être certains connaissent, qui avait lieu à Laval la semaine dernière. C'est une entreprise qui s'appelle Artify qui fait ça. Alors donc du coup voilà, c'est inspiré là d'un portrait de Van Gogh. Il y a plein d'autres choses avec le cri, etc. Enfin, il y a des choses un peu rigolotes, mais c'est pour vous montrer typiquement ce que ça peut faire l'intelligence artificielle sur l'expérience client, utilisateur, visiteur, etc., etc. Alors, j'ai choisi d'articuler ma présentation selon le cercle d'or de Simon Sinek, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas en quelques mots, donc ce gars-là a dit que globalement, dans n'importe quelle entité, généralement, on sait à peu près ce qu'on fait, c'est le what. Et puis après, comment on le fait, c'est déjà un peu plus obscur, un peu plus nébuleux pour certains. Et puis alors, le why, le pourquoi on le fait, pourquoi on se lève le matin, pourquoi on vient bosser, ça c'est beaucoup plus incertain. Et généralement, la plupart des gens ne le connaissent pas. Alors, je me suis servi de ça pour le faire à l'inverse. On va commencer par à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on innove. Alors, il y a une notion importante à avoir en tête, c'est que l'innovation, c'est une idée qui a été apportée sur un marché. Voilà, comme ça vous saurez la définition, c'est la définition de l'INSEE. Donc vous voyez les petites flèches là, que j'ai dessinées sur ce qu'on voit sur l'image là, une idée, puis il y a un chemin qui amène cette idée jusqu'à un marché. Voilà, donc c'est l'innovation, c'est une idée qui a réussi, et puis même qu'on a essayé de faire réussir, et c'est la différence entre avoir des idées. Alors il y a 53% des idées, donc 35 millions de Français, dont 10%. 7 millions de Français qui pensent avoir des idées géniales. Et puis, en fait, par exemple, ça, ce maillot de bain pour barbe, voilà, une belle idée. Et c'est la différence avec mettre ces idées en œuvre, donc les amener sur un marché. Et là, on passe à peu près 10 000, à peu près à tenter, on a 10 000 startups. Donc, vous voyez la différence entre les 3 millions de Français qui ont des idées géniales et puis les 10 000 startups en France. Alors, une nécessité à innover. Je vais vous montrer un certain nombre de choses qui vous montrent que, quelle que soit la taille de la structure, quel que soit votre parcours, peu importe, il faut innover, et on va voir après comment. Il faut innover parce que n'importe quel produit, service, etc., on va le voir après, a une durée de vie limitée. Donc là, je trouve ce graphique assez marrant. On voit l'évolution sur le secteur de la musique. Alors on voit en bleu ici le vinyle, avec une petite résurgence là, ces dernières années. On voit les courbes en cloche à chaque fois, c'est toujours la même chose. La cassette, le CD, les downloads, et puis le téléchargement, et puis maintenant le streaming. On voit une belle courbe en cloche à chaque fois, avec probablement pour le streaming aussi une courbe en cloche qui arrivera, qui va piquer à un moment, qui va passer par un pic à un moment donné. Ensuite, ça permet à l'innovation d'augmenter son chiffre d'affaires, alors soit parce qu'on vend plus ou mieux, ou parce qu'on peut produire moins cher. Alors, j'ai essayé à chaque fois de me rattacher au tourisme, vous avez compris, j'ai une petite expérience dans le tourisme, j'ai essayé au maximum d'adapter. Donc ici, on voit par exemple l'innovation de service, cette fois-ci, avec les boutiques qui sont développées dans les offices de tourisme. C'est une innovation qui permet d'augmenter son chiffre d'affaires dans ce cas-là. C'est aussi l'innovation s'affranchir de la concurrence. Alors c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'océan bleu. Là, je pense que c'est assez parlant. Hop. Vous voyez ici un petit pêcheur tout seul, là, avec ses petits poissons à pêcher tout seul dans son océan bleu. Puis à côté, un océan sanguinolent, rouge, avec plein de monde qui essaie de pêcher les mêmes poissons.
Alors vous connaissez un certain nombre finalement de cette stratégie, vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais le Cirque du Soleil par exemple, ils se sont affranchis des sempiternels clowns et autres animaux pour faire un modèle un peu plus poétique. Le compte nickel, vous connaissez peut-être, qui s'ouvre dans des simplement, on n'a pas besoin de passer à la banque, on ouvre ça dans un bureau de tabac. Et puis la Wii par exemple, la console qui s'est affranchie là aussi, complètement différent, la proposition de valeur transgénérationnelle, etc. Ils sont tout seuls sur leur secteur. Alors j'ai essayé là aussi de le rattacher, donc dans le tourisme ça pourrait être par exemple Saint-Nazaire qui va un peu moins miser sur ses plages que la Côte d'Azur par exemple, mais qui va faire un pas de côté et alors il l'a fait il y a longtemps, hein, mais va proposer de la visite de chantier, une visite industrielle, et du coup ils vont être un petit peu plus seuls sur leur secteur et c'est tout à leur honneur. Réagir ou anticiper, très idéalement, les réglementations qui vont évoluer, les mouvements de société, les évolutions sociétales, etc. Alors, on peut citer, pour le domaine du tourisme, l'arrivée évidemment du smartphone, ça fait longtemps, mais plein de choses sur le smartphone, la réalité augmentée, etc. À l'inverse, on a le slow tourisme qui est arrivé plus récemment. Là, c'est un mouvement, vous voyez, on peut passer par un pic, repartir dans l'autre sens. Et puis, le Covid, hein, évidemment, je ne vous fais pas de dessin. Ne pas rater un virage stratégique. Alors ça c'est important, ne pas rater un virage stratégique parce qu'il y en a plein qui sont malheureusement qui ont vécu ça douloureusement. Alors quelques exemples, hein, Kodak, vous connaissez sûrement Kodak, Nokia. Alors pour la petite histoire, Kodak c'est un ingénieur de chez eux qui a inventé l'appareil photo numérique. Et Blockbuster qui était l'ancêtre de Netflix, hein, c'est aux États-Unis qui permettait de louer des vidéos et DVD. Dans le domaine du tourisme, on pourrait penser au Futuroscope. Là, cette fois-ci, on voit qu'il y a une problématique de vraiment pas rater un virage stratégique et forcément, pour eux, c'est compliqué avec tout ce qui se passe autour de l'innovation numérique. Et puis Booking, hein, finalement, un virage qui n'a pas été finalement si bien maîtrisé pour les OGD, avec la main qui a été laissée à un gros opérateur qui permet maintenant de s'affranchir du passage à l'office du tourisme quand on arrive sur un territoire. Donner une image dynamique, alors c'est vrai pour tout, hein, c'est vrai pour le tourisme, là j'ai marqué ici tous les labs, alors le feu Tourism Innovation Lab ici, mais il y en a plein d'autres hein, en France, donc voilà, qui permettent de donner une image dynamique et de montrer qu'on avance, qu'on suit les innovations. Et puis pour finir, motiver ses équipes. Alors ça c'est important, j'ai mis l'exemple ici du pays d'Anceny, alors il y en a plein hein, ici sûrement dans cette salle qui innovent et tant mieux, je le connais bien parce que j'ai bossé un tout petit peu là-bas. Ici voilà, je sais que c'était un office de tourisme qui était visité souvent, qui était un peu mis en valeur, et sachez que de l'intérieur c'était quelque chose qui motivait les équipes, les gens étaient contents de finalement qu'on parle d'eux, qu'on voit que leur boulot servait à quelque chose, et puis surtout ça renouvelle le boulot, plutôt que de se lever le matin pendant 10-15 ans pour faire toujours la même chose, à un moment ou à un autre on se lève un matin puis on fait quelque chose de différent. Donc ça renouvelle les motivations. Alors deux, trois petites idées en plus du fait que, vous savez maintenant qu'il faut innover, si vous ne le saviez pas déjà. L'innovation, il faut savoir qu'elle est protéiforme. Donc n'ayez pas pour idée simplement d'innover sur des produits, alors j'ai mis le Walkman, sur des services, on en a parlé tout à l'heure, McDrive ici par exemple. C'est aussi l'innovation sur la techno, bon, vous en doutiez aussi, SpaceX par exemple, ça vous concerne un peu moins, mais par contre l'organisation, l'innovation organisationnelle, comment je réorganise, en interne ou en externe, ça peut être aussi très important d'innover dans ce secteur-là. Marketing commercial. Vous voyez cet exemple des bouteilles de Coca qu'ils ont personnalisées avec les différents noms dessus. Ça fait un boom des ventes énorme. Hein. Modèle d'affaires également. Comment est-ce que je vais monétiser ce que je fais, ce que je produis. Spotify par exemple. Et puis le modèle social, une monnaie locale par exemple. Ça vous concerne un petit peu moins, quoique, avec la Muse ici à Angers. Alors, quelque chose d'hyper important. Quand j'ai innové, moi, quand j'ai créé ma start-up, j'ai voulu tout de suite réinventer le monde. Beaucoup de start-upers partent dans cette idée-là, et tant mieux, hein, il en faut. Par contre, ça peut être contre-productif, c'est-à-dire qu'on a dans l'idée que si c'est pas génial, genre ça sert à rien, ou on regarde les innovations en se disant moi j'en fais pas. En fait, on en fait tous, tout le temps, en fait, plus ou moins l'innovation. Ici, c'est une matrice assez connue, la matrice d'Ansoff, qui montre en fonction de la technologie et en fonction du marché. Alors, si on prend en haut à droite, donc une technologie nouvelle et un marché nouveau, une innovation radicale, celle qu'on met le plus en valeur dans les magazines ou que sais-je, et qu'on a le plus en tête. Donc l'ordinateur, évidemment, on se dit tous, au moment que c'est arrivé, c'est une innovation radicale, impressionnante. Mais ça n'est pas la seule qui peut exister. Alors, il y a des innovations disruptives, avec une nouvelle techno, mais un marché existant, donc l'appareil photo numérique qui a simplement remplacé le marché de l'appareil photo argentique. Innovation adjacente, avec cette fois-ci un nouveau marché sur une techno qui existe. Uber, il n'y a rien inventé, les voitures et les smartphones existaient déjà. Et puis, finalement, celle qui existe, mais qu'on voit peu,
L'innovation incrémentale. Alors là, je me moque un peu doucement du smartphone, l'Apple 13 qui remplace le 14, etc. Enfin voilà les innovations qu'on voit à peine passer. Mais sachez que l'innovation, la plupart du temps, elle est incrémentale. Et c'est très bien comme ça parce que l'innovation va prendre du temps, on va le voir après. Et au final, c'est des petites innovations qui vont peut-être aboutir in fine à quelque chose de plus grand. Mais c'est pas grave et c'est très bien, il faut continuer à le faire. Alors voilà, l'innovation, c'est un processus long. En fait, généralement, c'est pas incrémental, c'est pas direct, on passe pas de 0 à 1 d'un coup. Cette trottinette électrique là, que vous avez vu sûrement passer dans nos villes françaises et mondiales depuis quelques temps, vous imaginez probablement que ça date des années 2000 ou quelque chose comme ça. En 1916 déjà, on se promenait dans les rues de New York en trottinette électrique, alors sûrement pas beaucoup de personnes, mais en tout cas, voilà, ça existait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas de marché, une techno qui n'était pas, sans doute, évidemment pas géniale à l'époque, peut-être très lourd, on ne pouvait pas le mettre ailleurs, on ne pouvait pas le ranger, celui qui a fait ça a fait faillite. Il se passe plein de raisons pour lesquelles on arrive à amener une idée sur un marché. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut marcher, et plein de raisons surtout pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Alors, non. C'est vrai. D'ailleurs, je n'existe pas, je suis un hologramme. Voilà un petit peu le pourquoi est-ce qu'il faut innover et un petit peu quelques idées préconçues que je suis content d'aborder. Alors le comment maintenant, comment est-ce qu'on va innover ? Alors l'innovation, il faut vraiment savoir qu'elle vient de partout, il y a plein d'opportunités pour faire naître l'innovation. L'observation en est une. Alors là on peut se dire ici que ce schéma qui a été fait peut-être pour une très bonne raison, pour faire un schéma, bref, dans la ville ou que sais-je. En fait on voit ici que clairement il se passe quelque chose. Le chemin n'est pas celui qui est suivi, enfin ce qui est suivi n'est pas celui qui était imaginé. Donc il y a plein de choses qui peuvent naître d'innovation qui peuvent naître de ça. Alors soit on imagine un pont pour pas abîmer l'herbe, soit on imagine, je sais pas, enfin bref, il y a plein de choses à imaginer. L'inspiration. Alors on peut tout simplement copier. Vous connaissez sans doute Sarenza. Sachez que Sarenza c'est une copie pure et simple de Zappos. Zappos qui est une entreprise américaine. C'est des étudiants d'école de commerce en France qui un jour se disent tiens, on va innover, ça fait longtemps. Ils se disent on va innover. Ils ont regardé ce qui existait aux États-Unis comme start-up qui marche et puis ils ont pris celle qui leur plaisait le plus parmi le top 3 je crois. Et puis c'était Zappos. Ils ont copié tout, envoyé même le point, je trouve ça assez rigolo, je sais pas si c'est un hommage, le point .com, le point ici. Donc ils ont fait la même chose, alors c'est pas pour autant que ça marche direct, il y a plein, le marché n'est pas le même, les canaux de distribution sont peut-être pas les mêmes, mais les comportements, enfin bref, il y a plein de choses qui ont dû changer, mais c'est une innovation de copie. Et c'est quand même un boulot, je veux dire, c'était pas fait d'avance. La combinaison, Steve Jobs lui-même disait que l'iPhone c'était une combinaison d'un iPod, d'un téléphone et d'Internet. Et puis la transformation, Facebook c'est simplement finalement une transformation digitale du livre d'étudiants qui existe aux États-Unis. Voilà. La motivation. Alors par exemple le Cirque du Soleil, la petite histoire, on en a parlé juste avant, le Cirque du Soleil c'est en fait parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de quoi acheter des animaux, qu'ils ont dû inventer autre chose. Donc ils ont été finalement poussés, mis devant le fait accompli qu'il fallait faire quelque chose pour s'en sortir. Des stimuli extérieurs, donc on est un petit peu là dans le cadre de la motivation, ça peut être une évolution, on a parlé d'évolution réglementaire, d'évolution technologique, scientifique, technique, le smartphone arrive, qu'est-ce qu'on fait, des évolutions sociétales, des évolutions démographiques, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail de ce truc-là, c'est juste pour que vous ayez en tête. Et puis le hasard, il ne faut pas se leurrer, la sérendipité, il y a un paquet d'innovations qui naissent par hasard. Alors, deux exemples, le caoutchouc, c'est Goodyear, Charles Goodyear qui met un bout de latex avec du soufre sur un poêle et puis ça crame et voilà. Et puis la tarte tatin, je pense que vous avez tous ça en tête. Quelque chose d'important, c'est l'analyse. Si on part d'une analyse, par exemple, comme celle-ci, c'est un exemple, mais c'est pour vous montrer un peu le cheminement. 16% de foyers, alors c'est un chiffre qui date, je ne sais quand, peu importe, 16% de foyers français sans voiture. On peut en tirer une première conclusion, on peut analyser une première analyse de cette donnée en disant quelle est la cause. La cause, c'est par exemple que les frais d'entretien des voitures, etc., sont élevés. Une solution, c'est par exemple Oscaro, voilà, les pièces détachées qu'on achète. C'est un exemple, c'est pour un cas d'école. Une autre cause, c'est la cause écologique. C'est de se dire, tiens, il y a plein de gens qui ne veulent pas acheter une voiture parce qu'ils ne veulent pas polluer. Solution, à ce moment-là, Tesla, la voiture électrique. Et puis on peut prendre le problème à l'inverse en se disant, ok, ça c'est un fait, maintenant c'est quoi la conséquence ? C'est qu'il y a des besoins ponctuels. Et une solution, par exemple, c'est le covoiturage avec Blablacar. C'est un cas d'école, je ne dis pas qu'ils sont partis de cette donnée-là pour faire tout ça, évidemment, mais voilà. Alors, je vais faire un pas de côté à ce moment de mon pitch.
Pour vous parler un petit peu d'IA, vous allez voir après pourquoi. J'ai finalement commencé mon introduction par ça. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire l'IA dans le domaine du tourisme ? On l'a vu, l'expérience utilisateur, hein, avec ma belle photo en Van Gogh, ou la personnalisation de l'offre également. Le parcours utilisateur va faire que le visiteur va trouver quelque chose de différent de son voisin. La compréhension de tendance, la gestion de flux touristique très importante maintenant avec cette période de surtourisme, l'adaptation des prix. Là, on est dans l'augmentation du chiffre d'affaires. La prévision de panne, de retard, alors ça s'applique beaucoup dans l'industrie, évidemment, les jumeaux numériques, vous avez peut-être entendu parler de ce genre de choses-là, mais ça peut aussi s'appliquer dans un hôtel, ça peut s'appliquer à plein d'endroits pour éviter qu'il y ait des problèmes qui arrivent, non prévus. Et puis l'automatisation, alors pareil, beaucoup dans l'industrie, mais également pour les avis. Alors Thomas Young est parti, mais il s'en sert pour la gestion des avis en ligne, les chatbots, vous connaissez. En fait, l'IA est déjà autour de nous depuis longtemps. Ça date des années, je ne sais plus, 60 ou 50, mais c'est en train d'arriver très fort. Alors, pourquoi ce pas de côté ? Parce que, en tant que chargé de mission à la Technopole, je vais vous en parler à la fin de mon pitch, je suis référent du 49 sur un programme européen qui s'appelle DIVA, pour Digital Innovation Value Accelerator. C'est un programme qui permet aux entités, alors je dis bien entités, donc start-up, entreprises, mais également organismes, PCI, enfin bref, tout le monde dans cette salle peut bénéficier d'un accompagnement sur le financement, sur la formation. Alors, c'est un consortium qui regroupe toutes les entités du Pays de la Loire, pas du 49, toutes les technopoles, la CCI, Solutions Éco, l'agence de développement économique de la région, l'université de Nantes, etc., etc. Et donc, en fait, on est chargé d'aider pendant 3 ans, à minima, les entreprises, enfin les organisations, pardon, et il y a un focus sur le tourisme qui est fait. Donc, c'est important que vous ayez bien ça en tête. Profitez-en, on est là pour vous aider. C'est des audits, c'est de la recherche de financement, c'est de la formation, c'est des aides également, et une partie de tout ce qu'on propose qui est dans une majorité, tout ou partie est pris en charge financièrement. Donc profitez-en, n'hésitez pas à venir me voir, je vous aurai mes coordonnées à la fin, mais n'hésitez pas à me retrouver à la Technopole pour ça. C'est quelque chose. Enfin, appuyez-vous là-dessus. Ça part de l'acculturation, c'est-à-dire vous ne savez pas, vous ne savez même pas ce que c'est que l'IA. Vous appelez et on fait un audit et on en discute. Voilà. Qu'est-ce que ça peut faire pour vous ? Peut-être c'est rien, c'est sûrement quelque chose à un moment ou à un autre, mais on regardera ça avec vous. Alors, instaurer une culture de comment, on est toujours dans le comment. Si vous êtes un peu plus grosse structure, il est hyper important d'instaurer une culture d'innovation. J'ai vécu ça, mais j'ai bossé pour Saint-Gobain pendant longtemps. On était un petit peu, alors je vais vous montrer à quelle échelle on était. Il y a l'apparence. Donc on dit oui, on va innover. On met ça sur les plaquettes et puis sur le site internet. Bon, on n'était pas très loin de ça. Pourtant, j'étais au centre R&D central de Saint-Gobain. Dites pas que je vous ai dit ça. Parce que, la conscience. Bon, là, on était quand même pas loin de ça, quand même. La conscience, ok, on est conscient qu'il faut innover. La capacité, c'est-à-dire on donne les moyens d'innover. La défense, c'est-à-dire il y a les managers qui viennent défendre tous ceux qui innovent et tout est mis en œuvre pour que ça avance. On était clairement pas là. Enfin, moyennement. Et puis la croissance, là on fait grossir, et là cette fois-ci tous les moyens sont mis en œuvre et c'est vraiment l'innovation qui drive la société. Donc c'est des niveaux qui sont importants d'avoir en tête parce que si vous êtes simplement la conscience, ça ne va pas faciliter l'innovation chez vous. Alors j'ai demandé à ChatGPT, on en parlait au début, j'imagine la plupart de vous ont utilisé, ChatGPT, je lui ai demandé quels étaient les moyens d'instaurer une culture d'innovation. Alors en 2 mots, encourager la prise de risque, favoriser la collaboration, encourager la diversité, favoriser l'apprentissage continu, fournir des ressources, on était sur la capacité tout à l'heure, puis reconnaître et récompenser les contributions, c'est important aussi. Alors, un petit focus aussi, un deuxième focus dans ma présentation sur les startups. Donc, comme ça a été dit en introduction, j'ai une startup, j'ai fondé une startup dans le domaine du tourisme. Là, je vous fais un retour de l'autre côté de la barrière. Maintenant, j'aide les startups, mais j'en ai été une. Faites une veille, c'est hyper important. Je trouve que c'est pas forcément toujours le cas. Profitez des salons. Alors déjà, si vous êtes en position d'en organiser, organisez-en.
Et puis, quand vous y êtes, surtout allez voir les startups. Personne ne va vous manger. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'acheter, c'est pas grave. Vous pouvez juste aller les voir et leur demander comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils proposent. Et puis voilà, vous leur faites une réponse oui, non, c'est pas grave. Au moins on sait. Voilà, pas de souci là-dessus. Les pitchs. Alors, j'ai un exemple de Nantes, Voyage à Nantes, qui fait ça très bien. Ils organisent en fait tous les mois, enfin, ou ils le faisaient tout du moins. Ils organisent tous les mois tous ceux qui leur proposent de venir, qui leur proposent quelque chose. En fait, ils les font venir une date, un après-midi. Puis ils les font pitcher, je sais plus, 5 minutes, peu importe. Et voilà, au moins ils savent. Ils disent non, on n'a pas de besoin. Peut-être plus tard, on garde de contact. Mais au moins, voilà, on a une porte d'entrée et c'est super appréciable, ça fait du bien. Allez vite, mais savoir être patient. Allez vite, parce que le temps d'une start-up, c'est un temps qui est assez pushy par rapport à des fois des grosses structures qui mettent un peu plus de temps à réagir, mais c'est normal, hein, mais voilà, il faut essayer de s'adapter au maximum. Si vous voulez être aidé, parce que les start-up, c'est quand même le terreau de l'innovation aussi dans votre structure. Vous n'avez pas forcément toujours le temps, et puis voilà, les start-up sont là pour ça. Mais savoir être patient, parce que des fois ça marche pas, des fois il y a un truc, mais bon, c'est pas qu'on le veut, hein, personne le veut, mais ça peut être le cas. Il faut attendre un petit peu. Puis faire preuve de bienveillance. Je suis preuve vivante qu'on peut passer de l'autre côté, puis je reviendrai peut-être à une start-up. Parmi vous, il y en a peut-être qui sont déjà, peut-être qu'il y en a qui ont une start-up, ou qui l'ont, ou qui vont. Donc on ne sait jamais de quel côté on est, donc soyez bienveillants quand vous êtes de l'autre côté de la barrière. Voilà, c'est un petit message qui est important, je pense, à avoir en tête, parce que les startups aident à l'innovation, elles peuvent être inspirantes, elles peuvent être plein de choses, vous pouvez vous appuyer directement dessus, c'est très intéressant. Le what maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement au jour le jour? Alors, si jamais vous avez des projets d'innovation, voilà comment il faut procéder, c'est hyper important. Voilà comment je n'ai pas procédé, et mal m'en a pris. J'ai gaspillé beaucoup de temps et d'argent en ne faisant pas ça. C'est commencer par affiner le besoin. Voici des exemples de sociétés très connues qui ont raté cette étape fondamentale. Alors vous avez Bic, par exemple, qui a fait un stylo pour femmes. Voilà. Heinz qui a fait, je sais pas quoi, indéfinissable. Pepsi qui a eu la bonne idée de se dire ah bah tiens, mais si on buvait du coca le matin, on en boit le midi, le soir, bah allez, essayons le matin. Bon, ça n'a pas trop marché. Cheetos qui a fait du stick à lèvres au goût de gâteau apéro. Maxwell qui a fait du café en briques. Et puis, vous connaissez aussi pas mal, je pense, les Google Glass et les télé 3D qui n'ont pas forcément marché. Alors, ça ne veut pas dire que tout est acheté. Hein. Parmi ça, il y a peut-être des inventions qui ne sont pas au bon moment. Voilà, bon, pour la petite histoire, je le raconte parce que c'est rigolo. Je fais une formation dans une école le matin à 8h et je présente cette slide-là et je leur parle du Pepsi du matin qui est quand même pas génial. Et puis en fait, ils avaient fait la fête la veille, on était le vendredi matin, ils avaient tous du coca sur leur table. Donc ça marchait pas. Mais bon, bref, peu boivent en tout cas du Pepsi le matin. Alors, comment on procède à la Technopole, on vous explique tout ça, donc je vous dirai à la fin, venez à la Technopole. On vous explique justement tout ce cheminement, c'est pas simple, ça se saurait d'ailleurs, si c'était simple, tout le monde le ferait. En tout cas, ayez en tête que ça existe, et puis après, formez-vous au fur et à mesure. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait quand on interviewe un client / utilisateur. Alors, client, c'est celui qui achète, hein. C'est pas forcément le même, donc interrogez les deux si c'est pas les mêmes. En fait, il y a cette courbe en forme de sablier. En fait, on va partir d'abord de questions très générales. De plus en plus, on va focaliser sur le problème. Alors, idéalement, on laisse la personne arriver au problème d'elle-même. Ça, c'est l'idéal. Ah, j'ai ça comme problème. Super. On sait qu'il y a un problème. Il n'y a pas de doute. Et puis après, on arrive à un moment où on va parler des solutions potentielles. Et puis, on va parler de la sienne. Et puis après, on va dire qu'est-ce que vous en pensez? Vous ajouteriez d'autres choses? Combien vous l'achèteriez? Etc. etc. Voilà. Donc, c'est un mode d'emploi qui est assez universel, mais qui permet de ne pas trop se tromper. Decathlon fait ça très bien, par exemple. Il y en a plein, hein, mais Decathlon, vous voyez ici, hein, si vous me connaissiez déjà, ils ont cette réputation voilà, venez faire ensemble, on va concevoir avec vous ce dont vous avez besoin. 2-3 petits warnings, je profite de cette conférence pour vous les donner. Donc attention aux besoins originels. Alors il y a la règle des 5 pourquoi, enfin il y a plein de choses, mais de techniques pour arriver à se dépatouiller de ça, mais c'est ce qu'on appelle le job to be done. Le job to be done, c'est le truc qui est à quoi ça sert réellement. Je vous donne un exemple, Spotify. On pourrait dire, ok, c'est pour écouter de la musique. Mais pas que. Alors ça sert effectivement à écouter de la musique, mais ça sert à éviter les silences dans les discussions. On met de la musique et puis voilà, on discute avec ses amis. Se distraire, oublier la douleur en courant,
C'est très bête, mais effectivement, ça peut servir à ça pour ceux qui courent. Être au courant des dernières nouveautés, la machine à café, etc. Alors, vous voyez, ça fait que Spotify, globalement, c'est quand même plutôt pour écouter de la musique, mais il n'empêche que tout ça, là, si on réfléchit au job to be done, et vous voyez qu'il n'est pas si simple que ça, en fait, être au courant des dernières nouveautés, ça vous donne l'idée que on va mettre des playlists, par exemple, de nouveautés pour que vous connaissiez d'autres choses. Voilà, donc ça vous permet, en réfléchissant réellement aux besoins originels, ce qu'on applique, par exemple, la règle des 5 pourquoi. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Ça permet de trouver réellement à quoi c'est censé servir l'innovation que vous avez en tête. Attention au biais cognitif. Alors, il y a l'effet d'ancrage, l'effet de halo, enfin bref, plein de choses, le biais du survivant. On va, je ne vais pas vous faire je crois, 300, je sais plus quoi, enfin, il y en a beaucoup. Et puis attention, un truc qui est hyper important, c'est que quand vous avez une innovation, le monde vivait avant. Donc il va se passer quelque chose si jamais vous arrivez avec une innovation, quelle qu'elle soit, même aussi incrémentale soit-elle. Et la valeur perçue par le client, utilisateur, elle sera égale au bénéfice, quelque chose qui est plus simple, moins cher, plus rapide, que sais-je, moins des sacrifices. Alors ça peut être le premier truc, c'est la dépense. Oui, il va falloir payer quand même pour arriver à votre solution, enfin normalement la plupart du temps tout du moins. Des peurs. Moi, je vous parle, par exemple, du vaccin Covid, par exemple. L'adaptation, il va falloir s'adapter à votre produit, service, etc. Donc, si c'est un peu technologique, il faut avoir quelque chose de le plus simple possible. Enfin, même pas technologique, d'ailleurs. L'abandon d'une ancienne habitude. Alors ça peut être très fort. Dans le domaine du tourisme, pensez aux gens qui utilisent encore des cartes papier. Enfin, peut-être beaucoup utilisent des cartes papier encore. Mais en tout cas, il y a toute une génération. Là, on est en doublon, finalement, avec des cartes papier, smartphone, etc. Et puis, les coûts irrécupérables. Coût irrécupérable, c'est j'ai déjà pris un abonnement, je me suis déjà déplacé, du coup, maintenant que j'y suis, vous connaissez peut-être, vous avez commencé à regarder un film, vous avez déjà vu 1 heure, il en reste 2, j'ai déjà vu 1 heure quand même, c'est nul, mais bon, je suis quand même pas... oui, mais en même temps, vous allez reperdre 2 heures, ce sera pas mieux après, autant, c'est ce qu'on appelle le coût irrécupérable. Vous ne pourrez pas récupérer cette heure que vous avez regardée, mais maintenant, la question, c'est ce que vous allez en perdre de plus. Bon, la majorité des gens, moi le premier, on se dit, ouais, quand même, je n'ai pas fait tout ça pour rien, puis on va regarder les 2 heures suivantes. Donc voilà, si vous avez une nouvelle solution, des fois, non, il y a des gens qui vont continuer à utiliser une mauvaise, entre guillemets, solution, parce qu'ils ont investi quelque chose dedans. Un petit warning aussi, pensez à tout le parcours client. Alors vous, dans l'expérience touristique, c'est hyper important, l'avant, l'après, où est-ce que je me renseigne, où est-ce que je viens acheter, comment je l'utilise, comment je le répare, etc. etc. Alors, en 2 mots, pas trop mal, là je vous ai parlé, donc c'est la méthode du design thinking, si vous avez déjà entendu parler de ça. On va observer, je viens d'en parler, interviewer, et puis après, on va définir un cadre, on va trouver des idées, on va prototyper, et puis on va tester. Et puis, on va regarder ce que font les gens avec ce qu'on a déjà mis en place. Et puis on va boucler comme ça, à l'infini, enfin idéalement pas à l'infini, jusqu'à sortir un produit, puis après on recommencera finalement pour avoir des évolutions suivantes. Alors je fais juste un petit laïus sur cette étape-là de prototype. Sur un projet, on passe du stade de l'idée au projet. Je vous l'avez compris, on passe d'une idée potentiellement folle à quelque chose de plus concret. Après on regarde si c'est faisable, on le développe et on le lance. Alors, sur cette étape de technique, là, je vous parlais de prototyper. Au début, on fait ce qu'on appelle une proof of concept. Vous avez peut-être entendu parler de POC. Voilà. C'est pour voir si c'est faisable. Puis ensuite, on passe au prototype. Donc ça, c'est pour regarder si les gens trouveraient ça joli. Alors, ça peut être un service. Je parle beaucoup de produits, là, mais ça peut être un service, une organisation, que sais-je. On l'a vu tout à l'heure. Et puis après, on passe ce qu'on appelle un MVP. Vous avez peut-être entendu parler de ces mots-là. Un Minimum Viable Product. Donc c'est le produit qui fait juste le job. On ne va pas investir trop d'argent dedans, mais on va regarder juste si les gens sont intéressés. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que voilà, c'est juste pour vous montrer les 2 grosses étapes. On réfléchit avec le client ou l'utilisateur, et puis après on prototype. Enfin, on fait ses produits techniques. Je vous montre à quoi ça correspond concrètement ce MVP. La plupart du temps, quand on fait un projet, on a envie tout de suite d'avoir un truc génial. Donc, on part tête baissée. C'est ce que j'ai fait. Donc, avec ma startup, on a développé tout de suite une application X milliers d'euros. J'aurais pas dû faire ça. Et, par exemple, ici, la fourchette que tout le monde connaît. Voilà ce que c'est maintenant. Imaginez-vous au tout début la fourchette. Les gars, ou les filles, je ne sais pas qui a écrit, ils se disent OK, on a des restaurateurs. Il va falloir les mettre sur notre plateforme, faire qu'ils viennent renseigner leur table disponible.
Et puis en face, il y a des utilisateurs, il faut leur dire, regardez, il y a des restos, mais en attendant, il faut dire aux restaurateurs, allez-y, faites-le, mais on n'a pas grand monde encore. Et puis aux gens, il faut dire, allez-y, venez, mais il n'y a pas trop de restaurants. Il y a un truc qui est insolite dans l'histoire. Alors du coup, ils auraient pu développer un truc incroyable tout de suite, mettre beaucoup d'argent dans la communication, puis espérer avoir les deux qui montent en même temps, mais ils n'ont pas fait ça. En fait, quand vous appeliez au tout départ de la fourchette, en fait, quand vous appeliez, rien du tout, pardon, quand vous alliez sur le site web, vous mettiez, voilà, je cherche une table à cet endroit-là. Vous croyez, vous, alors ça vous disait, le logiciel vous envoyait une réponse en disant, on processe, ça prend 2-3 minutes, on revient vers vous. Qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là? Il y a une plateforme téléphonique au Maghreb qui appelait pour quelques centimes le restaurant, ce que vous auriez pu faire vous. Allô, il y a une table de dispo? Ok, c'est bon pour réserver pour machin. Il rentrait l'information sur le site web qui vous envoyait un petit texto, je ne sais pas comment ça se passait, en disant c'est bon, votre table est réservée, il y a bien de la dispo, merci, on avait juste processé ça, voilà. Donc complètement invisible pour le client, et ça a permis, pour quelques centimes pour chaque appel, pour un modèle vraiment beaucoup moins cher que ce qui aurait été mis en communication, de lancer la fourchette. Voilà comment on peut arriver à sortir quelque chose de viable avec peu de moyens. Alors, tout ça, c'est pas si simple. Donc, une petite autopromotion de la Technopole. Donc, il y a 4 Technopoles sur le territoire, si vous venez pas forcément du Maine-et-Loire, à Nantes, à Clampol, Le Mans Innovation, Laval-Mayenne Technopole à Laval, et puis Angers, ici, Technopole. On est au centre de l'innovation dans le Maine-et-Loire. On est le seul incubateur généraliste. Un sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire. On s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux porteurs de projets qu'aux chercheurs. Pour les entreprises, on est avec un certain nombre de projets d'accompagnement pour évaluer la faisabilité d'un projet, pour innover par les services, pour innover avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. J'ai malheureusement pas le temps d'en parler, mais si vous ne connaissez pas, allez voir ça, c'est génialissime. C'est comment innover pour améliorer la société, l'environnement notamment. Structurer et financer l'opération. Donc on peut vous aider sur toutes ces étapes-là. Et puis pour les startups, le pôle où je suis plus particulièrement, on va avoir différents programmes pour sensibiliser, pré-incuber. Donc là, on va essayer de définir les différentes briques du projet, où est-ce qu'on se place. Incuber, là, donc on va vraiment structurer, commencer à mettre tous les étages de la fusée, et puis accélérer avec cette fois-ci une levée de fonds, etc., etc. Voilà. Pas mal. Parfait. Ouais, pas mal. Voilà, merci.